catholique romaine. Pendant des siècles, elle a ébloui le monde avec la splendeur de ses rituels et l'opulence de son art et de son architecture. Aujourd'hui, elle rassemble 1,2 milliard de catholiques. Et tout cela au nom de Jésus, né dans une étable. L'Église catholique du XXIe siècle est une puissance financière mondiale. Elle emploie des millions de personnes, détient un patrimoine immobilier très important et réalise des investissements sur toute la planète. Mais aujourd'hui, comme toujours, les richesses de l'Église font l'objet de controverses. Je m'appelle John Dickey. Je suis historien. Ceci est une enquête au cœur des finances de l'Église. Elle va me conduire sur 2 continents et dans des lieux très inattendus. Mais place Saint-Pierre, la transparence semble encore lointaine. Regardons de plus près le budget opérationnel du Saint-Siège. En 2012, le bilan annonce un revenu d'environ 250 millions d'euros et des dépenses pour environ 248 millions d'euros, avec un profit net d'environ 2 millions. Mais ces chiffres ne disent pas tout sur les biens détenus par le Vatican. Mais ce n'est que le début. Le pape pourrait bien être un des plus grands propriétaires de biens immobiliers au monde. Londres attire comme un aimant grand nombre d'investisseurs immobiliers internationaux. Mais je n'aurais jamais cru trouver l'Église catholique parmi eux. Je suis ici à Mayfair, l'un des quartiers les plus chers de la ville. L'immeuble devant moi a été acheté en 2006 pour 1 500 000 livres. Il en vaut à présent environ 25 millions. Pas mal comme investissement. Le journaliste David Lee a découvert l'identité de son propriétaire. Quand nous avons commencé à enquêter, nous avons découvert à notre grande surprise qu'à travers un réseau de compagnies, le Vatican avait à Londres des propriétés valant plusieurs millions de livres. Quelle piste avez-vous suivie alors entre ces propriétés et le Vatican ? Nous avons découvert que ces propriétés étaient toutes enregistrées sous le nom d'une société appelée Grolux. Lorsque nous avons cherché dans les archives, nous avons constaté que Grolux était relié à une société suisse appelée Profima, à travers une société intermédiaire new-yorkaise. Que pouvez-vous nous dire de Profima? Que fait cette société? Profima est un holding qui contrôle des propriétés du Vatican dans plusieurs pays d'Europe. Il est indiscutable que le Vatican contrôle son empire immobilier à travers elle. Ce qui nous a surpris, c'est pourquoi le Vatican se donne autant de mal pour apparemment cacher qu'il est le propriétaire de cet empire immobilier. Ces documents remontent à la Deuxième Guerre mondiale. Et d'après ce qui est écrit ici, Profima était vu d'un mauvais œil par le gouvernement britannique. Il pensait que cette société servait à cacher la véritable origine de l'argent. En d'autres termes, celle d'un pays ennemi, l'Italie fasciste. Voici l'homme qui a permis à la papauté de devenir une institution financière globale. Benito Mussolini. Le Vatican a désormais sa propre souveraineté territoriale indépendante. Il a ses propres réserves qu'il peut investir afin d'acquérir une certaine indépendance financière. À partir de ce moment, l'Église catholique romaine et le Vatican ne sont plus pauvres.
Le Vatican a eu par ailleurs la chance de trouver quelqu'un, Bernardino Nogara, un banquier milanais qui était un brillant investisseur. Il développe une stratégie fondée sur des portefeuilles très importants et très diversifiés, investissant dans l'or, les devises et enfin dans les biens immobiliers. À partir de ce moment-là, le Vatican devient un géant international de l'immobilier. Mais c'est à Rome que sa sainteté détient le capital immobilier le plus important. Maurizio Turco est le premier à essayer de le chiffrer. Un travail qui aurait mis à dure épreuve la patience de Job. Naïvement, nous avons cru qu'il suffisait de demander le code attribué aux organismes ecclésiastiques pour avoir accès à la liste des biens immobiliers. Il n'en a pas été ainsi. Alors nous avons travaillé sur une série de noms en rapport avec les saints, les congrégations, les ordres, pour pouvoir obtenir un cadre assez complet de ceux qui possèdent des biens immobiliers à Rome. À partir de là, nous avons réussi à identifier 24 000 biens immobiliers entre terrains et immeubles dans la ville de Rome. Pourquoi ce mystère? Parce que pour chaque bien immobilier, on doit payer une taxe. La taxe sur les biens immobiliers, justement. Pendant plusieurs années, les biens immobiliers appartenant à des organismes ecclésiastiques ont été exonérés d'impôts. Non pas sur la base de l'activité exercée à l'intérieur de l'immeuble, mais sur la base de la titularité, de la propriété de ce bien. C'est-à-dire que si le bien immobilier appartient à l'organisme ecclésiastique, il n'y a pas d'impôt à payer, même si on exerce des activités commerciales. Il suffisait d'une chapelle à l'intérieur du restaurant qui appartenait à un organisme ecclésiastique pour ne pas payer d'impôts. Des restaurants et hôtels catholiques. On ne trouve pas cela partout. Mais la ville éternelle en est remplie. Et il gagne beaucoup d'argent. Un séjour dans un bon hôtel catholique peut coûter jusqu'à 600 € la nuit. À Rome et dans ses environs, l'église offre une capacité de 10 000 lits. Allant des simples bed and breakfast au palace 5 étoiles. Et cela produit un revenu de 700 millions d'euros par an. L'immobilier crée évidemment des profits. Mais en Italie comme ailleurs, cela peut aussi être un formidable outil de pouvoir. On peut s'en servir pour créer des liens entre, d'une part, le clergé et de l'autre, des personnalités influentes au sein de l'État. Prenons l'exemple de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, connue sous le nom de Propaganda Fide. Créée en 1622, elle est le puissant bras évangélique de l'Église catholique. Rien qu'autour de Rome, elle détient plus de 1100 propriétés. La grande force de Propaganda Fide découle de l'immense patrimoine immobilier. Rien qu'en Italie, le patrimoine immobilier vaut environ 10 milliards d'euros. C'est l'estimation qu'on en fait. En 2010, de nombreuses révélations ont été faites sur le patrimoine de Propaganda Fide, qui était loué à bas prix à des hommes politiques, à des fonctionnaires d'État, à des dirigeants publics et privés. C'est une monnaie d'échange. Et la vente à prix cassé d'un immeuble de Propaganda Fide a attiré l'attention des enquêteurs. Ils ont alors découvert l'implication d'un des ministres du gouvernement Berlusconi. L'enquête a été menée par le procureur Sergio Sottani. Propaganda Fide, propriétaire de ce palais, avait vendu ce bâtiment à une société dont le représentant légal était le fils du ministre des Infrastructures de l'époque, Lunardi. Le contrat prévoyait une contrepartie pour l'achat de ce bien immobilier d'environ 3 millions d'euros. Mais selon l'architecte, la valeur de ce bâtiment était bien plus grande,
au moins 7 ou 8 millions d'euros. À la suite de cela, un document qui faisait référence à un financement de propaganda fide pour la réalisation d'un musée parvint au parquet de Pérouse. Il y avait eu une intervention indirecte du ministre de procéder en urgence à l'allocation d'une subvention en faveur de propaganda fide. Nous ne saurons jamais si le ministre était corrompu ou non. Le Parlement italien n'a pas autorisé les magistrats à poursuivre leur enquête, et le cas a été classé. Cette affaire est tombée sous le coup de la prescription, ce qui signifie qu'aucune enquête n'a été faite. Pour l'État italien, les intérêts et les relations avec le Vatican sont trop importants pour les interrompre, qui plus est pour une enquête pour corruption. Du point de vue des relations publiques, la promotion d'une église pauvre s'avère être une stratégie terriblement efficace, si l'on en juge par les foules attirées par le pape François. Mais réforme est un de ces mots comme amour et espoir qui font l'unanimité. Ce qui est difficile, c'est de les mettre en pratique. Tout populaire qu'il soit, si le pape François n'arrive pas à régler les controverses liées à l'argent, presque rien d'autre n'aura d'importance dans sa papauté.